dia faly mandroso ao an-tokantranonareo indray tompoko vavy sy tompoko lahy izay eto amin'ny fandaharana salangalanga amin'izao alakamisy fa 8 volana desambra 2024 izao. Alakamisy fa 8 volana desambra omalin'ny fifidianana izay ohatreantsika raha pitso iteny amin'ny fiteny frantsay tsika androany satria vahiny teratany maorisiana no entiko ao an-tokantranonareo ao vahiny tonga eto Madagasikara anaramaso ny fifidianana sy ijery ny fandehan'ny raharaham-pifidianana eto Madagasikara. Andriamatoa Jean-Claude de Lestrac, secrétaire général ny vaomieran'ny ranomasimbe indiana no entiko ao an-tokantranonareo ao androany. Miaraba ny Mahefarakoto Malala aloha miara manolotra amiko sy manentana ity fandaharana ity. Miarabanao Lovarabary. Ny piano any amin'ny tokantrano tsirairay. Averika any tompoko vavy sy tompoko lahy fa amin'ny fiteny frantsay ny fandaharantsika androany satria Andriamatoa Jean-Claude de Lestrac nous vahintsika. Monsieur Jean-Claude de Lestrac, bonjour et merci d'avoir répondu Bonjour. à notre invitation. Je vous remercie. Oui, alors je disais à mes téléspectateurs, à nos téléspectateurs que l'émission se déroulera en français dans la mesure où vous êtes mauricien et que nous partageons le français en commun. Malheureusement, pas le malgache. Peut-être que ça va venir. Oui, on l'a envisagé à un moment donné. Bah oui, pourquoi pas peut-être à une prochaine émission. Oui. Monsieur de Lestrac, les Malgaches vont demain voter pour le second tour de l'élection présidentielle et pour les élections législatives. Après près de 5 ans de transition, est-ce que ça y est, est-ce que la communauté internationale a réussi sa mission de médiation à Madagascar, celle de mener les Malgaches à s'entendre pour enfin organiser des élections libres et transparentes, comme on dit? Non, je ne crois pas que c'était la mission de la communauté internationale. La mission de la communauté internationale était de soutenir les Malgaches qui cherchaient une résolution du conflit. D'ailleurs, je crois qu'il faut souligner que ce qui a permis, en définitive, la résolution du conflit a été réalisé par le biais d'institutions malgaches. C'est la Cour électorale qui, après avoir, dans un premier temps, pris des décisions qui ont été critiquées, elle s'est recomposée, elle s'est reconstituée. Elle a trouvé, je crois, aujourd'hui, aux yeux des Malgaches, une crédibilité. Et elle fait respecter le code électoral malgache, les lois malgaches, la constitution malgache, la feuille de route qui est elle-même aujourd'hui partie des lois malgaches. Donc c'est, en définitive, on peut dire, une solution malgacho-malgache, comme aime à le dire malgache. La communauté internationale a été en soutien. Elle ne met pas à la place d'eux. Elle a porté une certaine expertise, un soutien technique, un encadrement, un accompagnement des institutions et des principaux acteurs de la vie politique malgache. Oui, mais est-ce que vous diriez que cet accompagnement, donc disons, choisissons ce terme, est-ce que cet accompagnement, disons, est donc arrivé à son terme? Est-ce que c'était un accompagnement réussi? Oui, je pense que c'est réussi, puisque ça... Quel était le but de l'accompagnement? C'était de permettre à Madagascar d'organiser des élections que l'on veut crédibles, libres, transparentes. Mais Madagascar avait déjà pris un certain nombre de dispositions pour aller dans ce sens, en créant notamment la commission électorale indépendante, la CENIT, qui a fait un excellent travail et qui est très soutenue par la communauté internationale, justement par la qualité de ses réalisations sur le terrain. Je crois que Madame Atala mérite le respect de tous les partis politiques malgaches par la manière dont elle a conduit les activités de la CENI, mais la communauté internationale a apporté un soutien dans la médiation, dans la recherche de la solution. Et parmi ces membres de la communauté internationale,
me plaît de souligner que la COI a joué son rôle, même si elle est la plus petite organisation internationale, même si ce n'est pas elle qui avait été identifiée par l'Union africaine pour être le chef de file de la médiation. C'est bien entendu la SADC qui a mené l'essentiel de la médiation, mais en parallèle, mais en soutien proche, en raison de nos rapports de proximité, en raison, je crois, aussi de notre bonne compréhension des réalités malgaches, du fait des liens culturels, historiques, géographiques existants entre nous, nous avons pu apporter notre soutien, notre réflexion, notre analyse, mais toujours dans le respect des institutions et de la souveraineté de Madagascar. Donc cette victoire n'est pas à mettre au crédit de la communauté internationale. Si on sort de la crise, si finalement Madagascar va reprendre le chemin de la croissance, du développement, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Une élection n'est pas une fin en soi. C'est un début, c'est un nouveau livre, c'est un nouveau chapitre qui va s'ouvrir, nous l'espérons, pour Madagascar. Et d'ailleurs, le rôle de la communauté internationale ne devrait pas s'arrêter là. Au lendemain des élections, les problèmes des Malgaches ne vont pas disparaître. Il faudra continuer à soutenir, à accompagner Madagascar vers ce retour vers la croissance et le développement. Mais c'est un accompagnement conditionnel quand même. Si, je veux dire, si l'accompagnement n'aurait jamais été déclenché, si ce n'était pas la formule qui était le mieux pour la communauté internationale. Ce n'est pas une formule qui est mieux pour la communauté internationale, c'est une formule démocratique. Les règles, la démocratie, elle s'applique de la même manière partout. Ouais, on voit par exemple que la CENIT ne prend jamais de grosses décisions sans se référer à la PNUD, aux gens de la PNUD par exemple. Mais pas des décisions stratégiques. C'est-à-dire, pourquoi? Parce qu'il y a un financement de la communauté internationale conséquent à la CENIT. À partir de ce moment, la CENIT, à son conseil d'administration, décide un certain nombre de choses en toute souveraineté et indépendance, mais la communauté internationale qui finance le processus dans le but d'aider à ce que ce processus soit totalement crédible, transparent, et que les moyens d'organiser les élections nécessitent des moyens considérables que la CENIT n'avait pas. Pas suffisamment, en tout cas, même si l'État malgache a fait sa part. Mais à partir du moment où la communauté internationale s'est déclarée prête à soutenir le processus, sur la base du fait que ce processus va être un processus crédible, libre, transparent, allant dans le sens d'une démocratie pleine et entière, c'est évidemment le rôle de la communauté internationale de veiller à ce que tel soit le cas. Maintenant, pas seulement en vertu de ce que la communauté internationale souhaite, mais en vertu des lois malgaches. Oui. Vous avez parlé de la COI, l'application de la COI. La COI est arrivée, effectivement, on a commencé effectivement à voir la COI avec votre arrivée. Est-ce que c'était une volonté de la part de la COI de rester en dehors de la scène, ou est-ce que c'est vous qui avez la volonté de s'intégrer dans la résolution de la crise malgache? Deux questions. La première, il n'y avait jamais eu de volonté de la COI d'être en retrait, et la COI n'a jamais été en retrait. La COI, vous vous en souviendrez, la feuille de route a été rendue possible grâce à l'implication, le rôle de la COI. À l'époque, moi, j'y étais pas encore. C'est l'ancien président du conseil d'administration de la COI, le ministre des Affaires étrangères de Maurice, le docteur Arvin Boulel, mon prédécesseur Calix Dauphin des Seychelles, qui avait participé activement. Et au dernier moment, tout a failli capoter. Tout avait, capoté. Et un certain nombre de participants aux discussions de la feuille de route quittaient la salle. Et il a fallu la diplomatie de l'ancien ministre pour amener tout le monde autour de la table
et finalement obtenir la signature des uns et des autres. Et qu'est-ce qui a fait justement que ça a failli capoter et que ça a quand même pu reprendre? Est-ce que c'était le fait que justement vous parliez de proximité entre Madagascar et Maurice, de compréhension mutuelle? Certainement, c'est ce qui va faire aussi cette montée en puissance de la COI au fil du processus. D'une part, à ce moment-là, bon, c'est clair que la proximité, la compréhension, les affinités ont aidé à calmer les choses. Dans une médiation, c'est absolument indispensable. Il faut pouvoir se connaître, pouvoir se parler. Il faut non pas seulement parler la même langue, mais il faut parler le même langage. Il faut se comprendre. Et là, ça a été possible dès ce moment-là. Ensuite, il faut reconnaître que la feuille de route, les Malgaches eux-mêmes, les partis politiques malgaches, ont accepté la médiation de la SADC. À partir de ce moment-là, par la force des choses, la COI était en second plan. Et c'est la SADC qui a mené la négociation. Ce qui n'a pas empêché la COI, parallèlement, à prendre un certain nombre d'initiatives. Vous savez que les premières rencontres organisées entre les deux protagonistes de la crise, le président de la transition Radjoel et l'ancien président Ravaloman, les rencontres ont eu lieu grâce à l'initiative du président du conseil d'administration de la COI d'alors, le président Michel, aux Seychelles. Et au fait, à cette occasion-là, il y a eu deux négociations parallèles. Moi, je l'ai vécu, j'étais là, j'ai bien senti que la SADC ne souhaitait pas beaucoup une implication de la COI dans la négociation, allons dire, officielle. Mais en même temps, on sentait que tout ça allait droit au mur, ce qui nous a poussé à mener une diplomatie parallèle, on peut dire, non pas en contradiction avec ce que faisait la SADC, mais en complément de ce qu'a fait la SADC. Et je crois que à la fin, nos amis, les uns et les autres, ont bien compris que la COI avait un rôle peut-être plus important à jouer et qu'il fallait écouter davantage la voix des voisins. Mais justement, quand vous parlez de la voix des voisins, est-ce que vous diriez, parce que presque 5 ans de crise, c'est quand même lent, est-ce que vous diriez que la barrière de la langue, justement, et je dirais peut-être une certaine incompréhension entre Madagascar et la plupart des pays de la SADC, est-ce que c'est ça qui a fait que cette crise ait duré aussi longtemps, presque 5 ans? C'est aux autorités malgaches de le dire, mais j'ai l'impression qu'il y a une réponse dans votre question, puisque vous identifiez la question de langue comme étant possiblement une contrainte, une difficulté additionnelle. Peut-être, même si le principal médiateur, l'ancien président Joachim Chissano, maîtrise le français. Peut-être une différence de culture aussi. Mais bien sûr, différence de culture, différence d'histoire. Je crois que des amis ont pris un certain temps pour comprendre que les schémas qui peuvent s'appliquer sur le continent ne peuvent pas s'appliquer de la même manière dans un pays comme Madagascar, qui a une culture politique, juridique, totalement différente. Donc, oui, on peut penser qu'effectivement, ces difficultés-là, le temps qu'il a fallu aux médiateurs pour bien comprendre la situation malgache, a fait que ça n'a pas facilité une résolution rapide de la crise. Mais il faut dire aussi que les protagonistes malgaches eux-mêmes n'ont pas facilité les choses. Oui. Ils ont peut-être profité aussi justement de certaines de ces barrières. On peut dire ça, oui. Je me souviens de votre déclaration à la presse sur le Nini. Est-ce que vous vous sentez avoir le droit de paternité sur ce concept qui est quand même la base de la sortie de crise? J'en ai pas la totale paternité. On ne va pas déclarer une nouvelle guerre maintenant, celle de la paternité. Nous sommes heureux que la solution a été trouvée. La question du Nini a été évoquée par
différentes organisations, hein, et pas que par la COI. La seule chose, c'est que nous, il nous a semblé très rapidement que c'était la solution. Et alors que certains, peut-être plus diplomatiques que moi, hésitaient à porter le débat sur la place publique, moi je l'ai fait en disant que de mon point de vue, il n'y avait pas d'autre solution que celle-là, dans un premier temps. Encore que ce qui est en train de se passer n'est pas un nini total. Justement. Mais au moins, ce qui apparaissait clairement, c'est que, compte tenu des circonstances dans lesquelles le président de la transition est arrivé au pouvoir, l'ancien président est parti. Hier encore, j'ai entendu les débats, on n'a pas l'air d'être d'accord sur les faits. Il faudra un jour qu'on comprenne véritablement. Donc j'ai entendu hier une version, en effet, que le président a démissionné, il est parti. On a même utilisé le mot fuite, tandis que l'autre version dit non, c'est à la pointe du fusil qu'on a obtenu des signatures et qu'il a eu à partir. Alors, sans parler de commission réconciliation et justice, mais on ne va pas beaucoup avancer durablement si cette question-là n'est pas tranchée. Il faut vraiment savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé ce soir fatidique. Non, ça ne changera rien au fond de ce qui se présente maintenant, de ce qui va se passer à l'avenir. Mais un peuple, une nation a le droit de savoir. C'est son histoire, ça lui appartient. Il faut enlever cette ambiguïté pour savoir véritablement quelle était la responsabilité et la part des uns et des autres. Et c'était justement la première fois que ce tabou de l'épisode d'épiscopate a été évoqué en public comme ça. Oui. C'est excellent, mais il y a toujours une première fois. C'est comme vous dites pour le Nini, il a fallu une première fois. Là, maintenant, pour cette signature, dans quelles circonstances a-t-elle été obtenue? Il y a deux versions totalement contradictoires. Nous ne savons pas. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu justement débuter les débuts laisser cette solution avant, en éludant cet épisode, les questions, les malentendus, j'allais dire, qui ont été soulevés? Non, moi je crois que toutes les questions qui provoquent débat, qui provoquent justement des malentendus, doivent être soulevées, mais dans le but de les éclaircir. Non pas pour alimenter les animosités, mais pour les éclaircir, pour que les gens prennent des décisions en toute connaissance de cause. Là, sur cette question fondamentale, qui, au fait, est de décider si ce gouvernement de la transition était un gouvernement de putschistes, allons dire, pour reprendre l'expression qui a été utilisée hier, ou, au contraire, c'est un gouvernement qui était porté par la voie populaire, par la rue, au point que l'ancien président s'est senti obligé de s'en aller, de rendre le pouvoir. Pour motiver sa décision de vote demain, j'aurais imaginé que cette question-là méritait d'avoir été éclaircie, parce que ça change tout. Est-ce que pour vous, c'est encore obscur? Pour moi, c'est encore obscur. Peut-être de ce que j'ai entendu hier, c'est obscur. Dépendant avec qui on parle, dans un camp comme dans l'autre, on entend deux versions différentes. Mais je pense qu'il faudrait que des institutions malgaches se penchent sur la question et disent à la population ce qui s'est réellement passé. Il y a une obligation pour une population de connaître sa propre histoire. Or, ça a été un élément fondamental qui a eu l'impact que l'on sait au cours de ces derniers 5 ans, mais ce n'est pas fini. La question ne se termine pas au lendemain des élections. C'est une question qui va encore avoir une influence sur la psychologie malgache, sur l'évolution politique à Madagascar pendant des années encore. Il est temps que l'on sache ce qui s'est réellement passé.
Oui, et puisqu'on est dans les éclairages, moi je voudrais revenir sur cette question de diplomatie parallèle que la COI avait menée, et en particulier pendant les rencontres de Seychelles. Est-ce que vous pourriez nous raconter un peu, ou nous raconter des anecdotes qui ont fait que la COI a dû s'impliquer et qui ont abouti au résultat où on est aujourd'hui, au respect finalement du Nini, qui était la grande question posée aux Seychelles. Mais une bonne part de ce que je peux vous dire est de toute façon du domaine public. Bon, la COI a senti à un moment donné qu'il fallait prendre des initiatives parce qu'on tournait en rond. Et nous avions senti qu'il fallait essayer de réunir les deux protagonistes de la crise pour les mettre en face à face et discuter. Mais là aussi, c'est notre statut de voisin, membre de la même organisation, puisque nous, contrairement à d'autres organisations, on n'a jamais suspendu Madagascar de nos instances. Même si Madagascar a pris un peu de retrait dans son fonctionnement à l'intérieur des instances de la COI, Madagascar est resté en permanence membre de la COI. Il y a un membre de la famille qui est en difficulté. Bon, les autres se sont dit, il faut faire quelque chose. Et il faut qu'on les réunisse. On les connaît tous, ce sont nos amis, on les voit, on les côtoie, on se parle, il faut faire quelque chose. Et le président des Seychelles, James Michel, était en avant-pointe sur la question. Il voulait prendre les initiatives, et finalement, bon, avec d'autres, puisque la SADC a été impliquée, le président Zuma était venu. Donc c'est une initiative qui n'a pas souhaité mettre au rancor le rôle de la SADC, puisque ça s'est fait avec la SADC. La SADC était présente, en forte délégation. Le président Zuma était personnellement présent à l'île des Roches. À ce moment-là, la SADC n'a pas souhaité beaucoup que le secrétaire général de la COI soit lui présent, mais le président Michel y était, le président Adam, président du conseil de la COI y était, donc la COI était parfaitement représentée. Pourquoi le secrétaire général n'a pas été souhaité pour la SADC, bon, il n'avait pas de rôle particulier là. Bon, cela ne nous a pas privés de la possibilité, indépendamment des discussions qui tournaient en rond au niveau de la SADC, d'amener les deux. Nous les avons reçus séparément. Le Nini a été évoqué là. Et qui des deux tenait le plus à se présenter? Parce que la question était justement là. L'histoire retiendra qu'à ce moment-là, le président de la transition avait, lui, plus facilement accepté le principe du Nini, à condition que le président Ravaloman le fasse aussi. Mais à ce moment précis, le président Ravaloman n'était pas encore prêt. Mais c'est un fait historique, c'est connu, ça a été rapporté, que le président Rajoel, lui, avait dit qu'il était disposé à envisager sous certaines conditions. On l'a dit, une question qui est peut-être liée un peu à cet épisode. On l'a dit que vous êtes mauricien. On sait que le président Rajoel va souvent à l'île Maurice. Est-ce que il y en a qui le pensent, que vous le conseillez derrière. Est-ce que c'est vrai ou pas? Est-ce que vous y êtes pour quelque chose dans son acceptation un peu plus facile du Nini? Vous savez, on m'a fait conseiller de plusieurs de vos candidats de la presse malgache. Je suis conseiller de personne. Mais dans mon rôle de secrétaire général de la COI, bien entendu, je vois tout le monde. Ce matin, par exemple, j'ai vu le Premier ministre. Et j'ai eu l'occasion de lui dire, d'ailleurs, je profite de cette occasion pour dire, je crois que les Malgaches ne le disent pas encore, les politiciens ne le disent pas. Je crois qu'ils doivent une fière chandelle à ce Premier ministre qui a tenu là-bas dans des conditions extrêmement difficiles. Il a fait preuve d'une grande maturité, de sagesse, et je crois qu'il a une part de contribution
Nous sommes en train de parler du rôle de la COI, de la SADC, de la communauté internationale, mais parlons aussi des Malgaches, des institutions de Madagascar, et au premier rang desquels, moi je mettrais le Premier ministre, qui dans des circonstances extrêmement difficiles, a tenu le pays ensemble, a continué à maintenir les liens, même quand ils devenaient extrêmement fragiles, mais ils ne se sont pas cassés. Ce n'est pas un pays cassé qui va aux élections. C'est un pays en difficulté, c'est un pays qui a des blessures, mais le pays tient sur ses pattes. Et ce n'est pas le résultat d'un hasard. Il a fallu que des gens le tiennent, que des gens portent un discours, contribuent à garder ce socle. Le socle a été ébranlé, mais il est là. Et il va permettre, c'est le même socle qui va permettre à Madagascar de rebondir. Mais pour répondre à votre question, pour cela, les uns et les autres parlent, sollicitent des conseils des fois, les acceptent parfois, les acceptent pas souvent, puisque ça se fait en toute indépendance. Et en tout cas, au niveau de la COI, et sur un plan personnel, je resterai toujours à l'écoute de tous ceux qui souhaiteraient discuter de façon à voir ensemble comment on peut évoluer. Je dis « on », puisque cette affaire n'est pas qu'une affaire malgache. Madagascar est si crucial à l'évolution de l'Indienne-Océanie, de la Commission de l'océan Indien, qu'on se sent autant concerné que les Malgaches. Dommage, on ne vote pas, mais l'avenir de Madagascar, c'est l'avenir de l'Indienne-Océanie. 90% des terres arabes de l'Indienne-Océanie se trouvent à Madagascar. 95% de la population de la COI, c'est Madagascar. Les perspectives d'avenir, les richesses qui sont à Madagascar, les ressources qui sont disponibles, les complémentarités que la situation de Madagascar permet, le rôle que nous voulons faire jouer à Madagascar, le rôle retrouvé de Madagascar comme grenier de l'océan Indien, tout ça fait que le président chéchellois, comme le Premier ministre mauricien, comme le secrétaire général de la COI, comme d'autres, sont directement concernés par tout ce qui se passe à Madagascar. Voilà pourquoi vous nous voyez si souvent en train de parler aux uns et aux autres sans que cela fasse de l'un ou l'autre un conseiller occulte des dirigeants malgaches. Oui, nous allons revenir sur ce sujet, mais là, je voudrais vous poser des questions sur votre mission particulière actuelle, c'est celle d'observer les élections. Est-ce que vous avez été ici déjà pour le premier tour, vous êtes là pour le second tour, vous avez globalement évoqué un certain satisfecit malgré, comme le diraient la plupart des observateurs, certaines imperfections. Est-ce que vous ne pensez pas justement que ces imperfections auraient pu être évitées si on avait légèrement, je dirais, reculé les élections? Vous savez, on a l'impression que les élections sont, disons, précipitées dans leur organisation. Vous venez nous dire vous-même qu'on est au bout de 5 ans de crise. Vous voulez que oui, la transition mais avoir attendu encore 5 ans, on pouvait bien attendre 6 mois de plus. Il n'y a jamais d'élection parfaite. Aucune part au monde. Vous en avez entendu parler des élections aux États-Unis, vous? Vous avez vu des contestations, vous avez vu ce qui s'est passé en Floride. Vous connaissez des élections où il n'y a pas des imperfections, il n'y a pas quelque allégation de fraude, de malversation, etc. En France, aux États-Unis, où vous voulez. Partout, il y a des problèmes, il n'y a pas d'élection parfaite. Mais de mon point de vue, ces élections qui vont se dérouler demain à Madagascar, ce sont des élections les mieux organisées de l'ensemble de notre région. Elles seront totalement transparentes. J'ai assisté lors du premier tour à une espèce d'expression de la démocratie directe. Ces élections qui se déroulent devant la foule, les bulletins qui sont présentés à toute la foule qui compte, etc. Enfin, c'est fantastique, c'est plutôt rare.
Même s'il y a d'autres pays qui ont un système, c'est le cas de Maurice notamment, qui a un système aussi tout à fait fiable. Et le commissaire électoral de Maurice, d'ailleurs, fait partie de cette délégation. Il est un des principaux responsables. Nous avons assisté à un débat. Sur cette question-là, vous êtes même en avance par rapport à certains pays de la région. En tout cas, à Maurice, ce débat qui s'est déroulé hier ne se déroule jamais. Ça ne se passe pas. Ici, vous en avez organisé 3. Les conditions sont réunies pour que ces élections se déroulent dans les meilleures conditions possibles. Les difficultés qu'il y a sont des difficultés propres, non pas au processus électoral, mais à la situation du pays. On n'a pas pu obtenir des cartes d'identité pour tout le monde parce que, bon, pour les raisons que l'on connaît, le ministère de l'Intérieur n'a pas pu, etc. Dans un premier temps, pour la première partie des élections, le premier tour, des cartes d'électeurs n'avaient pas pu être distribuées à tout le monde, mais il y avait un système qui permettait à ceux qui n'avaient pas de carte de récupérer des cartes. Maintenant, le problème a été réglé, quoique les cartes qui n'avaient pas été distribuées ont maintenant été distribuées. Écoutez, les conditions sont réunies. Un peu plus de temps aurait peut-être marginalement changé la donne, mais pas au point de modifier les résultats. C'est ce que nous avons dit et je le maintiens. Nous verrons demain comment ça se passe. Mais sur ce que nous avions vu au premier tour, oui, il y a eu quelques petits problèmes ici et là, comme il y en a partout dans toutes les élections, sous toutes les latitudes, mais ils ne sont pas de nature à compromettre la fiabilité du scrutin lui-même et des résultats. Est-ce que vous ne pensez pas que la durée que prend... c'est vrai que c'est prévu par la loi, il y a un délai prévu par la loi pour la récolte, la collecte des résultats, mais est-ce que c'est pas trop longtemps, c'est pas trop long après le jour du scrutin, 2 semaines, je pense à peu près. Oui. Est-ce que c'est pas trop long? Est-ce qu'il n'y a pas, il n'y a pas des risques entre-temps de... C'est trop long. Réponse courte à votre question, oui, c'est trop long. Moins on laisse de temps à des spéculations. Mais il faut faire très attention aussi à la nature des spéculations. Il suffit des fois qu'il y ait une décision totalement légitime prise par la CENIT pour faire les choses dans les bonnes conditions, que j'ai lu dans la presse malgache, peut-être même dans l'Express, des propos qui me semblent ne pas concourir à la sérénité du débat. C'est pas à partir du moment où on a retardé, je me souviens plus de quelle question il s'agissait, qui a créé un questionnement. C'est légitime de la part des journalistes de poser des questions, de se dire mais pourquoi ça se passe et expliquez-nous. Mais ce qui n'est pas juste, c'est de reprendre les ragots de la rue, les rumeurs que l'on parle pour dire voilà, ça fait dire, il y a des gens qui pensent tout de suite que c'est peut-être une occasion pour faire des fraudes, etc. Sur quoi on se base pour dire ça? C'est une pure spéculation. Ça n'a aucun fondement, mais la presse, libre et indépendante, reprend ça et du coup donne un certain crédit à ça. Et le lendemain, le lecteur, il ne dit pas que la presse a dit que c'est une rumeur. Il dira l'Express a dit. Et du coup, ça a notre poids. Donc la presse a un rôle à jouer. La presse ou l'Express, parce que là, vous citez notre journal. Là, je cite l'Express, je cite le journal que je connais le mieux, mais j'aurais pu être plus virulent vis-à-vis d'autres titres, mais c'est pas mon propos, c'est pas le but. Le but, c'est de dire dans ces moments difficiles, il faut bien mesurer ce que l'on dit, parce qu'on introduit un doute dans l'esprit de l'électeur qui est basé sur strictement rien. Oui, Madagascar aujourd'hui accueille des centaines d'observateurs internationaux. Est-ce qu'à votre avis, ces observateurs internationaux qui finalement n'ont qu'un aperçu, je dirais plutôt superficiel, du processus, est-ce qu'ils
est-ce qu'ils peuvent vraiment donner leur avis sur l'ensemble du processus électoral? Ils peuvent, et ils n'hésitent pas à dire que ça reste superficiel. Les principaux observateurs de ces élections, ce n'est pas la communauté internationale, avec les 300 observateurs dont vous parlez, c'est les 5000 observateurs malgaches qui sont dans les bureaux de vote, ce sont les représentants des candidats, ce sont les membres de la CENIT qui ont été formés pour gérer les élections. Oui, mais ce sont eux les premiers observateurs. Mais quand les observateurs internationaux disent que voilà, les élections se sont bien déroulées, avec peut-être certaines imperfections qui ne sont pas de nature à compromettre, on a l'impression que les observateurs internationaux cautionnent une élection qui, quelquefois, n'est pas... Vous faites erreur. Qu'ils veulent surtout en finir avec les élections. Vous faites erreur. Voilà, c'est très malgache. Ne jamais être satisfait de la situation dans laquelle on se trouve. Non, pas du tout. Qu'est-ce que disent les observateurs? Ils n'ont pas la prétention d'être responsables de l'organisation des élections et de cautionner tout ce qui se déroule dans le cadre de ce processus. Tout ce qu'ils sont capables de dire, tout ce qu'ils disent, tout ce qu'a dit la COI, tout ce qu'on pourrait être appelé à dire au lendemain des élections demain, c'est que de ce que nous avons vu, les électeurs ont été libres d'aller voter pour qui ils veulent. Il y avait des bureaux de vote, ils étaient accessibles, il y avait des bulletins, ils se sont dirigés vers les bulletins, vers les bureaux de vote, ils ont voté librement. Personne n'a pointé un fusil pour les obliger à voter pour X, Y, Z. Tout ce qu'on peut dire, c'est que à l'issue du vote, le dépouillement s'est déroulé dans la plus grande transparence possible, au vu et au su de tout le monde. Chacun a pu compter ses voix. Les candidats eux-mêmes, qui tous ont leurs représentants sur place, les 5000 observateurs malgaches, ce sont eux qui valident et cautionnent les résultats. Ce sont eux qui font des rapports à la CENIT. La communauté internationale dit tout simplement, en fonction des critères de bonne gouvernance, de démocratie, d'élections libres et transparentes, ce que nous avons vu nous conforte dans l'idée que ces élections sont effectivement libres et transparentes. Et quel serait le poids justement de ces déclarations, de ces conclusions après? Ils sont d'un grand poids parce que Madagascar ne vit pas, contrairement à ce qu'elle peut penser de temps en temps, elle ne vit pas dans un monde clos, sur une autre planète. Elle a besoin de vivre avec les autres. Et la communauté internationale s'évertue, l'Union européenne, l'Union africaine ont des règles, ont des chartes. Madagascar est membre de l'Union africaine, est membre de la SADC, en vertu de cette adhésion, en vertu de cette participation, Madagascar est censé respecter certaines normes dans son processus électoral notamment et démocratique. Et donc ces organisations-là viennent voir si ces normes-là sont en train d'être respectées, parce que c'est en vertu de ce respect que Madagascar peut prendre toute sa place, jouer son rôle au sein de la communauté internationale. Mais la première validation, c'est le peuple malgache, ce sont les institutions malgaches. La seule chose, c'est que puisque Madagascar avait perdu son rôle, sa place, parce qu'elle avait paru s'en être écartée du chemin de la démocratie et de l'état de droit, aujourd'hui, la communauté internationale vient dire, nous sommes soulagés de voir que les institutions malgaches fonctionnent à nouveau. Et de ce que nous avons pu voir, Madagascar mérite, à l'issue de ces élections, de retrouver toute sa place dans le Conseil des Nations. C'est de cela qu'il s'agit. Mais est-ce que justement ces conclusions des observateurs internationaux, qui, je dirais, se basent souvent sur des observations plutôt superficielles, est-ce que ça ne risque pas de biaiser après... Sur quelle autre observation, d'après vous, il faudrait se baser pour dire que les élections sont libres et transparentes? Je suis journaliste aussi, j'ai le droit de poser quelques questions. Je prends par exemple le cas de 2006, quand toute la communauté internationale, quand la communauté des observateurs avait dit que c'était des élections libres et transparentes, respectant certaines normes, mais quelque temps après, les Malgaches n'ont pas accepté. Quelque temps après, on a vu le président... Ça n'empêche pas. Écoutez, tout ce qu'on va dire, c'est que demain, 20 décembre,
les Malgaches vont choisir un candidat. Ces mêmes Malgaches, 6 mois après, peuvent changer d'avis. Hein. Et c'est ce qui m'inquiète d'ailleurs. En général, ça arrive assez souvent. S'il vous plaît, laissez au moins 5 ans cette fois-ci. Hein. Et ça peut changer d'avis. Le rapport de force peut changer. Ça ne veut pas dire que le scrutin était faux. Il va y avoir une évolution. D'ailleurs, ça va être extrêmement difficile pour qui qu'il soit élu demain président. Quel gouvernement? Plus encore si j'ai entendu ce mot comme une menace de cohabitation. Ce serait, à mon avis, difficile à gérer. Quand un pays, on en parlait aujourd'hui avec le président, mais je ne veux pas que ce soit interprété comme une proposition politique, mais c'est clair que Madagascar a besoin d'un gouvernement homogène, fort, directif, ferme. Quand on sort de 5 années de crise de cette nature, on ne va pas recommencer tout un processus de négociation sans fin entre politiciens. La question aujourd'hui, c'est revenir vers le peuple et parler d'économie. C'est un peu vers le tard, je regrette, il y a un peu vers le tard dans le débat d'hier, mais peut-être que ça a été abordé dans d'autres que je n'ai pas pu suivre. Sur la question économique, la question fondamentale, c'est quel avenir économique pour les Malgaches? Quels jobs, dans quel secteur, quel domaine, avec quel investissement, dans quelles conditions? Qu'est-ce qui va sauver Madagascar de la situation actuelle? Ce n'est pas l'élection, c'est la mise en place d'un programme économique de développement qui réconcilie Madagascar avec la croissance, l'entreprise privée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Madagascar doit retrouver une stabilité susceptible de permettre à des investisseurs locaux et étrangers, et j'ajoute fortement étrangers. L'idée que l'on peut avoir que Madagascar n'a pas besoin d'investisseurs étrangers, etc. Non, Madagascar a besoin certainement de l'investissement étranger. Madagascar a besoin d'un transfert de technologie. Son agriculture est capable de faire des bons, mais il faut qu'elle se modernise. Pas nécessairement à travers des gros groupes agro-industriels, mais en aidant les cultivateurs malgaches. Il faut qu'ils puissent accéder à des services d'instituts agronomiques, il faut qu'ils puissent accéder à des engrais pour améliorer sa production. Et tout ça est possible. Mais tout ça n'est pas possible en vase clos. Tout ça est possible que si Madagascar s'ouvre, si Madagascar accueille l'étranger, notamment l'investisseur, l'expert, qui est susceptible d'apporter un plus à Madagascar. Ouais. Puisqu'on va déjà vers le sujet économique, on va continuer sur cette voie. Donc, supposons, espérons que les élections vont avoir lieu, il y aura un futur président. Comment voyez-vous le scénario pour Madagascar, pour la relance de son économie? Est-ce que vous pensez que les investisseurs étrangers viendront tout de suite après ce qu'ils ont vu ces 5 années? Non. Qu'est-ce que le pays aura besoin, selon vous? Stabilité politique. Et ça, c'est la durée qui est. Stabilité, c'est pas le lendemain des élections. Est-ce que tout est calme le lendemain des élections? Est-ce que la stabilité est restaurée? Est-ce que la sécurité des biens et des personnes est restaurée? Est-ce qu'il y a une vision, une stratégie économique qui permet à un investisseur d'avoir un peu de prédictibilité sur son investissement? J'étais frappé, moi, hier, et c'est un bon point pour Madagascar, par le discours économique des deux candidats, puisque sur le fond, il n'y a aucune divergence entre eux. En matière de stratégie économique, stratégie est peut-être un mot trop flatteur, mais en
en matière d'idées économiques, j'ai trouvé les deux sur exactement la même longueur d'onde, la nécessité de créer les conditions pour l'investissement, la nécessité d'attirer des investisseurs, la nécessité de créer des emplois. C'est le seul moyen par lequel on pourra faire tout le reste. J'ai entendu parler de la nécessité de financer l'éducation, de financer la santé. Oui, mais avec quel argent? J'ai entendu dire qu'on va faire ceci, on va faire cela, on va augmenter le nombre de fonctionnaires pour la sécurité, mais avec quel argent? Qu'est-ce qui produit la richesse? C'est le travail, c'est la valeur ajoutée, c'est la transformation des ressources naturelles. Et pour cela, au point actuel de Madagascar, et aucun pays ne peut s'en priver d'ailleurs, hein, on a besoin d'expertise, on a besoin de transfert de savoir-faire, on a besoin de technologies nouvelles. Oui, on a besoin de capitaux. Les capitaux, il y a suffisamment de capitaux à Madagascar, il y a qu'à voir l'organisation des campagnes électorales pour savoir qu'il y a beaucoup d'argent. Mais ça, c'est pas suffisant par rapport à ce que l'ambition que le pays peut avoir. Je fais le pari, moi, que rien qu'une période de stabilité politique, allons dire sur une période de 2-3 ans, est capable d'apporter 2-3 points de croissance supplémentaires à Madagascar. Si en plus se met en place un vrai programme de développement, ça ne peut pas se faire en un mandat non plus, hein, ce programme de développement, il faudra avoir une vision à long terme avec des actions à court et à moyen terme. Si ce programme se met en place et que les investisseurs trouvent leur compte, et les investisseurs, ils sont nombreux. Il y a 2 catégories de gens qui sont à la porte de Madagascar. Il y a des investisseurs privés, des gens qui connaissent Madagascar, des gens qui sont partis, des gens qui aiment Madagascar, des gens qui auraient voulu aider Madagascar, des gens qui ont des idées à apporter à Madagascar, mais qui hésitent, qui se posent la question de savoir si Madagascar va effectivement retrouver la stabilité politique. Est-ce que la sécurité sera assurée? Est-ce que Madagascar sera effectivement un État de droit? Est-ce que, comme l'ont dit les 2 candidats hier, Madagascar mènera une véritable lutte contre la corruption, qui a un coût énorme? Si ces conditions-là sont réunies, ces gens-là ne vont pas hésiter à venir. Ils sont à la recherche d'opportunités. Et la COI, par exemple, a un grand projet à Madagascar, une grande vision pour Madagascar, devenir le grenier de l'océan Indien. Donc, vous pouvez peut-être donner vos exemples. Qu'est-ce que vous allez faire demain? Est-ce que vous allez avancer dans ce projet? Qu'est-ce que Madagascar va faire? Vous dites souvent qu'est-ce que la communauté internationale va faire ou qu'est-ce que les investisseurs vont faire. C'est qu'est-ce que Madagascar va faire. Encore une fois, la COI. Moi encore, la COI, nous ne sommes pas les décideurs. Hein. Nous sommes des facilitateurs. Nous créons les conditions, nous donnons nos impulsions. Mais à la fin, ce sont les États qui font. Qu'est-ce que nous avons fait? Avant même la sortie de crise, et c'est ça la différence entre la COI et peut-être quelques autres organisations, puisque nous, nos intérêts sont interconnectés. Et nous n'avons pas attendu la fin de la crise politique, parce que nous avions confiance qu'on s'acheminait vers la résolution de cette crise. Nous avions organisé au mois de mars de cette année une conférence internationale à Majinga. Nous avions réuni les Malgaches, cultivateurs déjà, parce que souvent dans nos pays, on fait la critique de la situation de Malgaches en disant oui, ok, d'accord, mais on ne peut pas faire confiance parce que voilà, ils exportaient, aujourd'hui ils importent, etc. Ce qui n'est pas faux, mais ça ne tient pas en ligne de compte ce que Madagascar déjà produit en très grande quantité, qui fait de Madagascar dans le cadre de plusieurs produits, un pays qui a atteint presque l'autosuffisance alimentaire. Et quand on importe du riz, c'est dans une période de soudure ou alors pour des raisons particulières. Mais il y a déjà une grosse production de riz, et il faut une grosse production pour nourrir les Malgaches qui mangent du riz 3 fois par jour.
Donc les gens ne le savent pas à l'extérieur, ils se disent, bon, ben, ce sont des fainéants qui n'arrivent pas à produire suffisamment à manger pour eux-mêmes. Ce n'est pas le cas. Madagascar a besoin de changer son image sur la scène internationale et de dire ce qu'elle est, ce qu'elle présente. Mais nous avons fait un audit. J'ai entendu parler d'audit économique encore hier. Nous avons fait un audit pour voir qu'est-ce que Madagascar produit aujourd'hui, que la région importe. C'est ça le point clé. Nous avons dit, notre région est globalement importatrice de produits alimentaires. Et ça pose un problème, non seulement de sécurité alimentaire. Il y a deux concepts. Il y a la sécurité alimentaire, il y a la souveraineté alimentaire. C'est la responsabilité des gouvernements de s'assurer que l'on produit suffisamment pour nourrir sa propre population. Ce n'est pas le cas dans l'Indienne-Océanie. Mais nous avons un pays membre de l'Indienne-Océanie qui est tout à fait capable de nourrir tous les autres, et même au-delà. Nous avons dit, mais qu'est-ce que nous importons? Nous importons du riz. Nous sommes tous des mangeurs de riz dans la région. C'est l'autre aspect qui nous rapproche. Même si certains mangent un peu moins, les Malgaches sont au top, sont au premier rang, et puis, je crois, les Mauriciens, et puis les Rayonnais, et les Seychellois. Mais Madagascar est tout à fait capable de produire le riz que nous importons de Chine, du Pakistan, de l'Inde, de la Thaïlande. Fut un temps, Madagascar exportait ce riz-là. Il y a des générations entières de Mauriciens et de Rayonnais qui ont été nourris au riz perle de Madagascar. C'était le nom commercial d'un riz qui est produit dans la région de Sofia. Et donc nous avons identifié tout ça, nous avons vu qu'est-ce qui est possible, et nous avons vu qu'est-ce qu'il faudrait pour que Madagascar retrouve ce rôle. Donc nous avons réuni tous ces experts ensemble, il y a un rapport qui a été fait, il y a des recommandations qui ont été faites, et il y a les faiblesses, les dysfonctionnements qui ont été identifiés sur la question de normes, sur la question des normes phytosanitaires, sur la question logistique. Parfois, il y a des régions qui sont enclavées, qu'il faut désenclaver, il faut créer de nouvelles routes, il y a la question des ports, etc. Toutes ces questions ont été analysées en présence de représentants du gouvernement malgache. Il y avait 3 ministres qui avaient participé à ce symposium, en présence du secteur privé malgache, en présence d'un certain nombre d'instituts que nous avons fait venir, notamment CIRAD qui est basé à La Réunion et qui est un institut international qui peut apporter beaucoup de son expertise, en présence de la FAO, en présence de FIDA, en présence de l'Union européenne, en présence de la Banque africaine de développement. On a dit, voilà, nous, on amorce la pompe, on commence à faire ça pour que, à partir du moment où Madagascar retrouvera le chemin de la démocratie et qu'elle va s'ouvrir et que la communauté internationale pourra revenir, nous allons pouvoir démarrer. Et le 10 janvier, nous allons signer, j'ai fait part au Premier ministre ce matin, à Seychelles, à l'occasion d'une commémoration, un accord avec FIDA. Pour l'instant, c'est un petit accord, c'est $1 million, mais ce n'est pas rien non plus, pour l'aide des agriculteurs malgaches dans le cadre de ce projet de grenier de l'océan Indien. Mais ça, c'est un tout petit début. Des moyens beaucoup plus importants seront déployés pour le faire. Alors, il y a 2 catégories. D'une part, il y a ces investisseurs. Là, nous parlons que dans un domaine, mais il y en a plusieurs secteurs. Dans le tourisme, ce que Madagascar peut réaliser dans le tourisme, je prétends que Madagascar peut tripler le nombre de ces touristes en moins de 2 ans, avec une politique de ciel ouvert. Madagascar a exactement la même problématique que Maurice. Si Madagascar veut avoir plus de tourisme, à la limite, il faut laisser mourir Air Madagascar. C'est pareil, la même situation pour Air Mauritius. Parce que ce sont des compagnies qui, pour défendre les intérêts des compagnies, adoptent une stratégie qui, en vérité, nuit aux intérêts globaux du pays. Mais les pays sont attachés à leurs avions, à leur drapeau, sur le peinage des avions. C'est un concept de souveraineté absolument désuet. Ça n'a pas de sens commercial. L'intérêt, c'est de pratiquer
une politique à ciel ouvert. C'est ce que font des pays comme en Asie, Singapour et autres, etc., et qui est en train de permettre à leur tourisme de croître. Madagascar a un potentiel énorme. Et moi, je ne vois pas ça comme une menace. Certains peuvent penser que oui, c'est une menace. Si les touristes venaient plutôt à Madagascar qu'à Maurice aux Seychelles, c'est autant de touristes en moins. Faux. L'ensemble de l'Indienne Océanie, nous avons accueilli l'année dernière 2 millions de touristes. Combien de touristes y a-t-il eu dans le monde l'année dernière? 1 milliard. Enfin, le marché est énorme, immense, il y a de la place pour tout le monde. Et on voit bien, si on se fie à l'exemple des Caraïbes, que ce sont les régions qui existent sur la carte touristique. Et il faut donc faire de l'Indienne Océanie une région. Madagascar est une de ces perles. Madagascar ne peut pas se permettre le même type de tourisme que Maurice, étant donné le niveau de son infrastructure pour l'instant. Il doit donc s'ouvrir, laisser venir, et puis elle va dégager suffisamment de moyens dans le temps pour faire des revenus. Et à Madagascar, je vois ces revenus-là sortir directement de la poche des touristes et entrer dans la poche des artisans malgaches, des restaurateurs malgaches, des taximens malgaches. C'est différent de certains touristes qui fait que l'on prend son billet, son tour opérateur à Paris, on paye et puis on rentre. À Madagascar, ça ne peut pas se faire de la même manière, même si ça se fait dans certains grands hôtels, mais ça peut être un tourisme qui permet un transfert direct de 2 euros de la poche du touriste à la poche de l'artisan malgache, de tous ces débrouillards qu'on voit partout sur les rues et qui ont plein de choses à proposer. Oui, merci Monsieur Jean-Claude Delestrac de nous avoir partagé votre vision de l'Indienne Océanie. Notre émission touche à sa fin. Est-ce que vous auriez 2 ou 3 phrases pour un message aux Malgaches? Je suis bavard, je ne sais pas faire 2 ou 3 phrases, mais enfin, bonne chance, je vous fais 2. Merci. D'accord. Mi farana ny fandarantsika androany tompoko vavy sy tompoko lahy manome fotoana anareo izahay amin'ny 3 herinandro toy izao satria hiala sasatra kely izahay eto amin'ny fandarana Salangalanga mandritra ny fetin'ny farantaona ary mirary anareo rehetra hanao fetin'ny farantaona sambatra, fetin'ny krismasy sy fetin'ny farantaona sambatra manome fotoana anareo indray amin'ny taona ho avy amin'ny taona 2024 mandra-piaona ary tompoko.